Harold Godwinson était le dernier roi saxon d'Angleterre, son héritage étant souvent éclipsé par l'amère défaite de la bataille d'Hastings. Pourtant, ce jour sanglant unique ne définit pas l'homme. Harold était un guerrier d'une férocité inégalée, un général dont le génie stratégique mit fin brutalement à l'ère des Vikings. Sa victoire sur Harald Hardrada, le dernier grand roi viking, fut un affrontement baigné de sang et de tonnerre, donnant naissance à de nombreux récits tant dans les sagas vikings que dans la chronique anglo-saxonne. Harald conquit également le pays de Galles et mena une vie qui se déroula au cœur de l'une des époques les plus turbulentes de l'Angleterre, une période marquée par la chute des dynasties et l'incertitude implacable du destin. Son héritage est fait d'immenses victoires, mais aussi de défaites écrasantes, luttant jusqu'au bout. Voici l'histoire du dernier roi saxon, Harold Godwinson. Harold Godwinson est né dans un monde baigné de sang et de conquêtes, en l'an 1022, à une époque où la domination viking tenait l'Angleterre d'une main de fer, avec Knut le Grand régnant en maître. Son père Godwin avait été élevé au rang de comte de Wessex, juste 2 ans avant la naissance de Harald, une ascension remarquable depuis l'obscurité orchestrée par Knut lui-même. La lignée de Godwin remontait à Waltnut-Sild, un Saxon du Sud qui était tombé en disgrâce après s'être rebellé contre le roi Ethelred l'Indécis. Malgré cette tâche de rébellion, la lignée de Godwin était riche en sang royal. Les historiens et les chroniqueurs ont relié la lignée d'El Godwin à Ethelred Ier de Wessex, le frère aîné d'Alfred le Grand, tous deux étant des descendants directs du roi Egbert. Cette connexion place la maison de Godwin comme une branche de l'illustre maison de Cerdic, fondée par Cerdic de Wessex, le chef de l'installation anglo-saxonne en Bretagne, originaire des lointaines terres germaniques. La mère de Harold, Gitta Thorkelsdottir, était une noble danoise, fille du redoutable chef danois Thorgel Saint-Ian, bien que peu de choses soient m'ont rapporté sur ses exploits. Par Gitter, le sang des féroces guerriers danois coulait dans les veines de Harald, se mêlant à l'héritage noble saxon de son père. Harald avait environ 5 frères. Il y avait Sweyn, Harald lui-même, Tostig, Geert, Leofwine et Wulfnoth. Il avait aussi 3 sœurs nommées Edith, Gunhild et Elfgifu. Le père de Harold Godwin a rapidement accédé à la notoriété. Au moment où Canute le Grand trouva la mort en l'an 1035, Godwin avait déjà consolidé son statut comme l'un des comtes les plus riches et influents d'Angleterre. Harold et ses frères et sœurs grandirent donc dans une Angleterre anglo-scandinave, profitant des privilèges de la haute noblesse. Après la mort de Canute, son fils aîné Harold Pied de Lièvre monta sur le trône d'Angleterre, soutenu par l'appui indéfectible d'El Godwin de Wessex. Cependant, le royaume n'était pas en paix. Alfred Etheling, un fils du roi déchu Ethelred l'Indécis, osa réclamer son héritage, menant une force d'invasion composée de mercenaires normands. El Godwin, toujours aussi fin stratège, intercepta les forces d'Alfred. Dans un sombre acte de trahison, il livra Alfred à Harold Hereford. Cette trahison culmina avec Alfred qui fut aveuglé et brutalement assassiné. Le sang de cette trahison entacha le nom de Godwin, salissant sa réputation. Pourtant, dans le calcul brutal du pouvoir, son influence ne fit que croître. Harold Hereford mourut en l'an 1040 et son frère Harthacnut monta sur le trône d'Angleterre. Godwin soutint alors l'ascension de Harthacnut au trône, se retrouvant une fois de plus du bon côté politique du roi aspirant et conservant ainsi ses terres et son statut. Harold Godwinson avait environ 20 ans lors de l'accession de Harthacnut au trône. Il prêta serment de loyauté au roi aux côtés de son père en raison du meurtre d'Alfred Etheling, assurant ainsi que la famille âgée Godwinson était de nouveau en faveur auprès du roi.
Après seulement 2 ans sur le trône, cependant, Harthacnut connut un destin funeste lors d'un banquet de mariage. Il est rapporté qu'il s'effondra soudainement au sol, pris d'une terrible convulsion, et qu'il ne prononça plus un mot par la suite. Un autre fils de Knut le Grand était mort sans enfant, mettant ainsi fin à sa lignée. Avec la mort de Harthacnut, la mainmise viking sur l'Angleterre s'est relâchée et la lignée des rois anglais est revenue à l'ancienne lignée de Wessex. Le dernier fils survivant d'Ethelred l'Indécis, Édouard, était en exil en Normandie, mais il fut rappelé en Angleterre pour réclamer son droit de naissance. Le comte Godwin, toujours le maître des marionnettes, apporta son soutien formidable à la revendication d'Édouard. Le soutien de Godwin, le père de Harold, à Édouard le Confesseur n'était pas simplement un acte de loyauté, mais une manœuvre calculée pour renforcer son propre pouvoir et assurer l'avenir de sa famille. La juridiction de Godwin sur son comté serait étendue pour couvrir les riches terres du Kent. En l'an 1045, Harold fut nommé comte d'Estanglie, accédant ainsi à une position de pouvoir et d'influence immense. Cette promotion fut sûrement due aux liens politiques étroits de son père Godwin avec le roi. Godwin, l'homme le plus riche du royaume et sans doute le plus puissant, avait manœuvré pour assurer la prééminence de sa famille. Le prestige des Godwinson augmenta encore cette année-là, quand la sœur de Harold, Edith, épousa le roi Édouard. Cette union renforça non seulement l'influence déjà considérable de la famille, mais lia également Harold et le roi par des liens de fraternité à travers le mariage, faisant d'Édouard le Confesseur le beau-frère de Harold. L'ascension de la famille Godwinson était désormais fermement liée à la lignée royale. À peu près à la même époque que sa sœur, Harold se maria lui aussi. Sa femme, Edith la Belle, est mieux connue sous le nom d'Edith au cou de cygne. C'était une noble extrêmement riche et belle d'Estanglie, qui avait elle-même une lignée irréprochable, sa mère étant une princesse saxonne. Bien que leur mariage n'ait pas été sanctionné par l'Église et qu'il ait été célébré à la manière danoise lors d'une cérémonie appelée handfasting, cela était considéré comme tout à fait normal. Le couple aurait eu au moins 6 enfants ensemble et leur relation était fondée sur l'amour tout en étant un choix politique judicieux tant pour Harold que pour Edith. Harold avait grandi sous le règne des rois vikings et bien que la lignée ait été restaurée à la maison de Wessex, il avait été témoin de la chute de dynastie. Il avait également observé les manœuvres politiques de son père Godwin pour servir ses propres intérêts, ce qui avait permis à la famille Godwinson de sortir de l'obscurité pour devenir la maison la plus puissante d'Angleterre. Cela aurait eu un impact profond sur Harold, qui aurait été témoin de première main de l'impermanence du pouvoir, de la fragilité de la vie et de la manière d'agir en temps de chaos. Le frère aîné de Harold, Sweyn, fut nommé comte de plusieurs bourgs, mais exilé pour avoir enlevé une abbesse en 1047. Ses terres furent alors partagées entre Harold et son cousin. Ainsi, Harold était désormais le fils légitime aîné de son père, son frère aîné étant en exil, et il avait intégré une partie de ses terres aux siennes. Le roi Édouard le Confesseur s'allia alors à Henri III, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. En l'an 1049, Harold fut envoyé pour soutenir Henri dans ce pacte, commandant une flotte de navires envoyés pour affronter Baudouin, le comte de Flandre. Le rôle de Harold dans cette campagne soulignait son importance croissante et le renforcement des liens entre la couronne anglaise et le Saint-Empire romain germanique. Alors que le roi Édouard le Confesseur cherchait à consolider son pouvoir, il s'entoura de conseillers, de nobles et de prêtres issus de son propre cercle normand, fortement influencés par la lignée de sa mère. Cet afflux d'influence normande rencontra une opposition farouche de la part de Godwin, qui défendait les intérêts de ses compatriotes. Affrontement violent à Douvres entre habitants, et le visiteur Eustache II, le comte de Boulogne, déclencha un conflit majeur. Édouard ordonna à Godwin de punir les habitants de Douvres, mais Godwin défia son roi,
refusant de se retourner contre son propre peuple. Cette défiance était une position audacieuse contre une puissance étrangère, et aussi un défi direct à l'autorité d'Édouard. La famille Godwin détenait un pouvoir immense, contrôlant de nombreux comtés et ayant même un représentant dans la chambre du roi. En contraste frappant, le domaine personnel du roi Édouard, bien que substantiel, était probablement plus petit que celui de ses ancêtres et dispersé à travers divers comtés. Cette fragmentation le laissait sans une base de pouvoir local consolidée. De plus, Édouard n'était revenu en Angleterre que récemment, en tant qu'étranger à moitié normand, sans expérience dans la politique et le leadership anglais. Cela a préparé le terrain pour une lutte de pouvoir entre le comte redoutable et le roi inexpérimenté. Édouard aperçut le refus de Godwin comme une épreuve de force et s'est rapidement efforcé d'obtenir le soutien de Seward, le comte de Northumbrie, et de Leofric, le comte de Mercie. Avec leur soutien, Édouard fit arrêter et exiler Godwin avec succès en septembre de l'an 1051, se souvenant également de la façon dont Godwin avait trahi son frère, Alfred Ætling. Godwin, accompagné de son épouse Githa et de ses fils Sweyn, Tostig et Geert, chercha refuge en Flandre. Pendant ce temps, ses autres fils, Leofwin et Harald, s'enfuirent à Dublin. En l'an 1052, Godwin et Harald lancèrent un tas de petites flottes et convergèrent au large de la côte sud-ouest de l'Angleterre. Ils rallièrent ensuite le soutien des ports du Sussex et du Kent, rassemblant une force redoutable. Cette flotte combinée mit le cap sur Londres, où Godwin força le roi à négocier, menaçant de déclencher une guerre civile. Cela aboutit à un accord entièrement favorable à Godwin. Ainsi, les comtés de la famille Godwin furent restaurés, la reine fut rappelée et la plupart des nombreux favoris français du roi furent bannis. La famille Godwinson avait si fermement rétabli sa mainmise sur le pouvoir qu'Édouard ne tenta plus jamais de les défier. Cependant, le triomphe de Godwin ne dura pas. En l'an 1053, seulement un an plus tard, alors qu'il célébrait Pâques à Winchester avec certains de ses fils et le roi, il s'effondra soudainement, et là, au sommet de sa puissance, il mourut lors du festin. Le deuxième fils de Godwin, Harold, lui succéda en tant que comte de Wessex, tandis que l'ancien comté de Harold en East Anglia fut attribué à Ælfgar, le fils du comte de Mercie. Le fils aîné de Godwin, Sweyn, n'était éligible à aucun titre, en raison de son pèlerinage à Jérusalem, au cours duquel il périt en septembre de l'an 1052 lors du voyage de retour. Au cours des années suivantes, plusieurs comtés sont devenus vacants et furent attribués au frère cadet de Harald, consolidant ainsi davantage le pouvoir de la famille. En l'an 1055, Siward, le comte de Northumbrie, mourut et fut remplacé par le frère cadet de Harald Tostig. Puis en l'an 1057, le comte de Mercie mourut et fut remplacé par son fils Ælfgar, ce qui libéra à nouveau l'Est-Anglie. Une version réduite de ce comté fut accordée à un autre frère de Harold, Geert, tandis que les comtés d'Essex, Hertfordshire, Buckinghamshire, Middlesex, Surrey et Kent furent fusionnés en un nouveau comté, pour un autre frère de Harold, Leofwine. Ainsi, sous le règne du roi Édouard le Confesseur, la famille Godwin en vint à dominer presque toute l'Angleterre, à l'exception de la Mercie. À cette époque, le roi Édouard se contentait en grande partie de laisser le gouvernement effectif du royaume entre les mains compétentes de ses puissants comtes, qui étaient principalement les Godwinson. En l'an 1063, Harold Godwinson entreprit une campagne audacieuse et sanglante contre Llywelyn ap Gruffydd, le redoutable souverain qui dominait le pays de Galles depuis l'an 1055. Le roi gallois avait unifié les territoires et représentait un défi majeur pour les ambitions de Harold et de sa famille. Avec le parfum de la conquête dans l'air, Harold lança un raid de cavalerie audacieux au cœur du territoire gallois. L'objectif était clair et brutal,
éliminer le roi du pays de Galles et démanteler son emprise sur le pouvoir. Pourtant, malgré la férocité et la rapidité de l'attaque, la mission échoua et le roi ennemi resta indemne, son règne intact. Non découragé par ce premier revers, Harold se regroupa et se prépara à une attaque plus vaste. Plus tard, cette même année, il s'allia à son frère Tostig, le comte de Northumbrie, formant une alliance puissante dans le but de mettre le roi gallois à genoux. Cette fois, l'invasion fut minutieusement planifiée, combinant des forces terrestres et navales dans une attaque coordonnée, conçue pour ravager le cœur du pays de Galles. Les deux frères menèrent leurs armées avec une détermination implacable et impitoyable, avançant à travers le terrain accidenté et laissant derrière eux une traînée de dévastation. Des villages furent rasés, des récoltes brûlées, et le paysage autrefois vibrant fut souillé de sang. La brutalité et la pression constante des forces de Harald et Tostig commencèrent à faire effet. Les propres hommes du roi gallois, épuisés et démoralisés par l'assaut, virent l'inutilité de résister à une telle puissance écrasante. La désolation provoquée par les forces envahissantes avait semé les graines du mécontentement et du désespoir au sein des rangs des défenseurs gallois. Dans une tentative désespérée de se sauver d'une annihilation supplémentaire, les propres hommes du roi gallois se retournèrent contre lui. La trahison bouillonnait dans les rangs, et dans un acte sombre de perfidie, les Gallois tuèrent leur propre roi, lui tranchant la tête. La tête décapitée du roi gallois fut alors envoyée à Harold comme une offrande, symbolisant l'efficacité dévastatrice de sa campagne. Cet acte brutal n'a pas seulement éliminé une menace importante, mais il a aussi renforcé la réputation de Harold en tant qu'un chef militaire redoutable et déterminé. Ainsi, Harold avait désormais le pays de Galles sous son influence et était incontestablement le comte le plus puissant de toute l'Angleterre, reprenant le flambeau de son défunt père Godwin. En l'an 1064, Harold fit naufrage à Ponthieu, un événement entouré de spéculations et de mystères. Selon les premiers chroniqueurs normands après la conquête, le roi Édouard avait auparavant envoyé Robert de Jumièges, l'archevêque de Cantorbéry, pour nommer le duc Guillaume de Normandie, parent maternel d'Édouard, comme son héritier. Ils affirment que le voyage ultérieur de Harold avait pour but de prêter serment de fidélité à Guillaume. Mais des chercheurs remettent en question la fiabilité de ce récit. Alors que Guillaume semblait croire qu'on lui avait promis la succession, certaines actions du roi Édouard, comme ses efforts pour ramener son neveu Édouard l'Exilé, le fils du roi Edmond Côte-de-Fer, de Hongrie en l'an 1057, contredisent cette affirmation. Plus tard, des chroniqueurs normands avancent d'autres motifs au voyage de Harold. Certains suggèrent qu'il cherchait à obtenir la libération de son plus jeune frère Wulfnoth, qui était retenu en otage depuis longtemps en Normandie, tandis que d'autres pensent que Harold a été poussé à traverser la Manche par une tempête inattendue. Un consensus général estime que Harold a été dévié et a finalement atterri à Ponthieu. Capturé par Guy, le comte de Ponthieu, Harold fut pris en otage au château du comte. Guillaume arriva bientôt et exigea que Guy lui remette Harold. Guillaume détenait maintenant le comte le plus riche d'Angleterre, mais connaissant la valeur de Harold, les deux hommes puissants ont sans doute mené une négociation qui a depuis longtemps été oubliée par l'histoire. Pendant sa captivité, Harold accompagna Guillaume dans une campagne contre l'adversaire de Guillaume, Conan II, le duc de Bretagne. Au cours de cette campagne, alors qu'il traversera le terrain traître près de l'abbaye fortifiée du Mont Saint-Michel, Harold s'est distingué en sauvant héroïquement 2 soldats de Guillaume des sables mouvants. On raconte que Guillaume offrit à Harold des armes et l'adouba chevalier. La tapisserie de Bayeux et d'autres sources normandes montrent Harold prêtant serment sur des reliques sacrées pour soutenir la revendication de Guillaume au trône d'Angleterre. Ce serment, qu'il ait été forcé ou donné de plein gré, sera plus tard utilisé par Guillaume pour justifier son invasion de l'Angleterre,
préparant ainsi le terrain pour l'un des conflits les plus importants de l'histoire anglaise. Le mandat de Tostig en tant que comte de Northumbrie fut une histoire de contraste. Dans les affaires extérieures, il a connu un succès notable, forgeant une amitié avec le roi d'Écosse qui a largement assuré la sécurité de ses frontières nord contre les troubles. Il a également dirigé une délégation à Rome au nom du roi Édouard, renforçant ainsi sa position dans le royaume, et a aidé son frère Harold dans ses campagnes au pays de Galles. Cependant, au sein de son propre comté, les mesures strictes de Tostig pour maintenir la paix du roi l'ont rendu profondément impopulaire auprès de ses nobles. En l'an 1065, alors que Tostig assistait à la cour du roi Édouard dans le sud de l'Angleterre, ses nobles mécontents se sont révoltés. Ils ont assassiné ses hommes et exigé son bannissement. Harold, cherchant à éviter le déclenchement d'une guerre civile, refusa de marcher vers la Northumbrie pour rétablir son frère. Face aux exigences des rebelles et à la réticence de Harold, le roi Édouard exila Tostig. Tostig partit pour la Flandre. Là-bas, il chercha à obtenir le soutien d'alliés puissants. Il rendit visite à Guillaume de Normandie, au roi Sven II de Danemark et finalement à Harald Hardrada de Norvège. Il cherchait à trouver des partenaires qui pourraient l'aider à reprendre son comté et son pouvoir. Pendant ce temps, le comté de Northumbrie fut accordé à Morcar, le frère du comte Edwin de Mercie. Pour consolider sa propre position et renforcer les alliances, Harold épousa leur sœur Eldgis, s'alliant ainsi aux puissants frères merciens. Avant le règne du roi Édouard le Confesseur, au XIe siècle, le trône d'Angleterre avait été sous influence viking, après la conquête de l'Angleterre par Sweyn Forkbeard et son fils Canute le Grand. Une fois que le trône revint en possession de la lignée saxonne, son pouvoir était grandement diminué. Édouard le Confesseur serait retenu comme un roi politiquement faible, dont la mort provoqua l'une des crises de de succession les plus célèbres de l'histoire. À la fin de l'an 1065, Édouard le Confesseur tomba dans le coma, sans avoir clarifié sa préférence pour la succession. Il mourut le 5 janvier de l'an 1066. Il reprit brièvement connaissance et confia le royaume à la protection de Harold. À la mort d'Édouard, plusieurs personnes affirmèrent devoir être le prochain roi d'Angleterre. Les prétentions au trône de ces hommes reposaient sur des liens de sang, des serments, la parenté et des liens avec d'anciens rois. Chaque prétention au trône était solide. Parmi les prétendants au trône d'Angleterre, il y avait Édouard l'Atheling, le fils d'Édouard l'Exilé. Édouard l'Exilé, qui était tragiquement décédé en route vers la cour d'Angleterre, aurait été nommé héritier par le roi Édouard le Confesseur. Selon les structures de la lignée, Édouard était l'héritier légitime, étant un descendant mâle direct d'Alfred le Grand et le petit-fils d'Edmond Côte de Fer, qui périt après le conflit brutal avec Knut le Grand. Les dernières années avaient en vue les morts mystérieuses et les assassinats de nombreux Æthelings, y compris Édouard l'Exilé, rendant ainsi la revendication d'Édouard au trône purement fondée sur les liens du sang, car il ne possédait ni terre, ni soldats, ni alliés, à part le roi lui-même, qui était désormais mort. En contraste se tenait Harold Godwinson, le redoutable chef de la maison Godwin et comte de Wessex. Le Wessex était la région la plus riche et la plus puissante d'Angleterre, et Harold était également une figure éminente à la cour, renommé pour son service auprès d'Édouard le Confesseur et sa bravoure lors de nombreuses batailles. En tant que commandant militaire le plus digne de confiance d'Angleterre, son influence était sans égale. De plus, on pensait que la lignée de Harold remontait à Æthelred, le roi du Wessex et frère aîné d'Alfred le Grand. La couronne n'était passée à la lignée directe d'Alfred que parce que le fils d'Æthelred était jugé trop jeune pour régner face à la grave menace posée par la grande armée païenne au IXe siècle. En Norvège, Harald Hardrada revendiqua aussi le trône d'Angleterre.
Selon ses dires, Édouard le Confesseur avait usurpé la place légitime du neveu de Hardrada, le roi Magnus le Bon. Magnus fut désigné héritier du trône du Danemark par le roi Harthacnut, par un accord contraignant, et Magnus croyait que cet accord s'étendait également au trône d'Angleterre. Édouard avait pris le trône avant Magnus, qui mourut ensuite sans enfant. Harald Hardrada, qui avait été co-roi de Norvège aux côtés de Magnus, devint le seul monarque à la mort de Magnus. Désormais, Harald Hardrada se considérait comme l'héritier légitime de la couronne d'Angleterre, la voyant comme son héritage, puisque Édouard, l'usurpateur de Magnus, était maintenant décédé. Un autre prétendant redoutable au trône était Guillaume, le duc de Normandie. Il affirmait qu'Édouard l'avait non seulement désigné comme prochain roi, mais aussi que Harold Godwinson avait juré solennellement de soutenir la revendication de Guillaume. De plus, la relation entre l'Angleterre et la Normandie donnait encore plus de poids à sa revendication. Emma de Normandie était la tante de Guillaume, et Édouard avait passé une grande partie de sa jeunesse en exil à la cour normande. Ainsi, le trône d'Angleterre était disputé par 4 hommes redoutables. Il y avait Harald Hardrada, revendiquant ce qu'il considérait comme son héritage légitime, Guillaume de Normandie, fortifié par des promesses liées des liens familiaux, Harold Godwinson, le chef militaire de confiance du Wessex, un homme dont la lignée murmurait aussi celle des anciens rois, et Edgar Eteling, l'héritier légitime par le sang, mais qui n'était qu'un simple garçon, sans pouvoir ni allié. Cet affrontement de prétentions enraciné dans l'ambition, la lignée et l'allégeance posa les bases d'une lutte dramatique pour la couronne d'Angleterre. Le lendemain de la mort d'Édouard le Confesseur, le Witan se réunit pour décider qui deviendrait le prochain roi d'Angleterre. Le Witan était composé d'un groupe de nombreux seigneurs et évêques, et ils examinèrent les mérites des 4 principaux candidats. Mais tout le principe de la succession avait été bouleversé par l'intermède des rois vikings, et le Witan ne se sentait plus lié de choisir un roi issu de la lignée d'Alfred, alors qu'il était évident qu'un homme fort était nécessaire sur le trône, et qu'Edgar l'Eteling n'était qu'un simple garçon. Quels que soient les promesses qu'Édouard le Confesseur ait pu faire à Guillaume, il a sans aucun doute lui-même désigné Harold comme son successeur. Le lendemain de la mort d'Édouard, Harold fut élu à l'unanimité par le Witan et couronné par l'archevêque d'York. Mais Harold n'eut pas le temps de profiter de son nouveau statut de roi, car 2 forces d'invasion allaient bientôt arriver sur ses côtes. Le frère cadet de Harold Godwinson, Tostig, était connu pour sa formidable prouesse militaire. Cependant, il fut exilé pour avoir défié les lois du royaume et nourrissait une profonde rancœur envers son frère qui était désormais roi d'Angleterre. Dans son amertume, Tostig s'adressa au roi Harald Hardrada de Norvège et le persuada d'envahir l'Angleterre. L'une des sagas raconte que Tostig s'est rendu en Norvège par bateau et a fortement impressionné le roi norvégien ainsi que sa cour. Bien qu'il ait récemment conclu une longue guerre sans issue avec le Danemark, le roi Hardrada, d'abord réticent, fut convaincu par la persuasion de Tostig et accepta de lever une armée pour revendiquer le trône d'Angleterre. Harald Hardrada, une figure imposante de l'époque viking, était renommé pour son caractère redoutable et ses qualités guerrières inégalées. Son nom, Hardrada, signifiant souverain sévère, reflète sa nature stricte et inflexible. La longue carrière militaire de Harald s'est étendue sur plusieurs décennies et régions, comprenant des batailles en Norvège, au Danemark et dans l'Empire byzantin. Son expérience du combat a fait de lui un guerrier aguerri et endurci par la bataille. En septembre de l'an 1066, Hardrada entreprit son voyage vers l'Angleterre. Il fit une halte aux Orcades pour rassembler des provisions essentielles et davantage d'hommes, et peu après, il était renforcé par le traître Tostig Godwinson, qui le rejoignit avec des soldats et des provisions supplémentaires.
Hardrada arriva bientôt en Angleterre avec toute la puissance de la Norvège, renforcée par Tostig et les forces écossaises. Son regard farouche se posa sur la côte déserte. Son armée descendit telle une meute de loups, pillant et brûlant, comme les Vikings d'autrefois. Lorsqu'ils atteignirent dans Scarborough, en Northumbrie, les habitants organisèrent une résistance courageuse mais vaine. Sans la moindre hésitation, les Vikings déchaînèrent une tempête de feu et de fureur, réduisant la ville en ruines fumantes. Les flammes léchaient point le ciel, envoyant un message clair aux autres villes, qui choisirent rapidement la reddition plutôt que l'anéantissement. La nouvelle de l'arrivée des hommes du Nord parvint rapidement au comte Morcar de Northumbrie et au comte Edwin de Mercie. Déterminés à protéger leurs terres, ils rassemblèrent une armée redoutable et affrontèrent Hardrada. L'arrivée des hommes du Nord en Angleterre fut si rapide que les comtes anglais n'eurent pas le temps d'envoyer un message à Harald Godwinson, leur roi, et choisirent plutôt de combattre l'invasion norvégienne que de se soumettre. Cela allait aboutir à la bataille de Fulford. La bataille commença par une charge tonitruante, les Anglais frappant les premiers dans l'espoir de surprendre les Norvégiens. Les troupes de Morcar avancèrent en force, repoussant les hommes de Hardrada dans les marécages traîtres, mais le roi viking aguerri, impassible au milieu du chaos, rallia ses guerriers. Des renforts venus du flanc droit s'abattirent quand, sur le centre anglais, leurs cris de guerre féroces résonnant à travers le marais. En infériorité numérique, les envahisseurs vikings combattirent avec une fureur de berserkers, forçant les anglo-saxons à reculer. Alors que d'autres guerriers vikings rejoignaient la mêlée, ils manœuvraient habilement autour du cœur de la bataille, ouvrant un troisième front. Les anglo-saxons, désormais débordés et submergés, faisaient en face à un assaut implacable. Le sang couvrait la terre, l'air résonnait des cris des mourants. Les forces anglaises, incapables de résister à l'assaut brutal, s'effondrèrent et furent décimées, tandis que les comtes de Mercie et de Northumbrie battèrent en retraite. Les pertes vikings furent minimes et comptèrent moins d'1 millier d'hommes. Avec la reddition d'York à Harald Hardrada, les Norvégiens victorieux se retirèrent à Stamford Bridge, à 7 miles à l'est d'York, pour attendre l'arrivée des otages et consolider leur emprise sur une terre qu'ils avaient revendiquée si violemment. Harald Godwinson apprit rapidement l'invasion viking et, avec une urgence implacable, rassembla autant de comtes, de seigneurs et de guerriers qu'il put réunir. Ils voyagèrent jour et nuit, courant de Londres à York, un périple exténuant de 200 miles, accompli en seulement 4 jours. Cette manœuvre rapide offrit à Harald l'élément de surprise, car Hardrada et sa horde viking restaient totalement inconscients de la proximité du roi anglais jusqu'à ce qu'ils voient physiquement l'armée anglo-saxonne fondre sur eux. À l'approche de l'aube de la bataille, une silhouette solitaire s'avança hors des rangs saxons enveloppés de brume, annonciatrice de mort et de défi. Identité cachée sous une cape noire. Il s'approcha de Harald Hardrada et Tostig avec une proposition effrayante. Aucun nom ne franchit ses lèvres, mais ses paroles fendirent l'air, froid du matin comme une lame. À Tostig, il offrit le retour de son comté perdu s'il trahissait Hardrada. En réponse, Tostig, toujours opportuniste, exigea de savoir ce que son frère, le roi anglais, offrirait en échange d'une telle trahison. La réponse du cavalier fut une sombre prophétie, enveloppée dans le manteau d'un défi. 7 pieds de terre anglaise, car il est plus grand que les autres hommes. Sur ces mots, le cavalier disparut dans les brumes tourbillonnantes, laissant derrière lui un silence stupéfait parmi les Norvégiens. Hardrada, connu pour son cœur de guerrier, fut frappé par l'audace du message. Se tournant vers Tostig, il exigea de connaître l'identité du messager intrépide. La réponse de Tostig tomba dans un silence total. Il affirma que c'était Harald Godwinson, le roi d'Angleterre. Peu après cette rencontre, l'armée anglaise s'abattit sur les Norvégiens avec une fureur
et commença à massacrer les troupes de Hardrada. Pris au dépourvu et par surprise, les guerriers nordiques se précipitèrent pour faire face à l'assaut soudain. L'avancée des Anglais fut momentanément stoppée par le passage étroit d'un pont. C'est ici qu'un guerrier norvégien solitaire, armé d'une dainax et animé d'une fureur de berserker, retint à lui seul toute l'armée anglaise. Pendant un bref instant, il sembla que ce Norvégien pourrait défier la progression des Anglais, mais le destin en décida autrement. Après que le berserker eut tué 40 Anglais, un soldat anglais caché sous le pont enfonça sa lance à travers les planches de bois, atteignant l'aine du berserker, le mettant à genoux et permettant qu'il soit tué. L'armée de Godwinson traversa alors le pont, une marée implacable de guerriers aux boucliers verrouillés, et chargea. Ils formèrent une ligne redoutable devant l'armée nordique, leur rugissement résonnant sur le champ de bataille. La bataille s'étendit rapidement bien au-delà des limites du pont, transformant le paysage en un lieu de mort et de vaillance. Pendant des heures, l'affrontement fit rage, l'acier rencontrant l'acier. Les cavaliers et leur décision d'abandonner leur armure se révélèrent être une erreur fatale, car ils se retrouvèrent de plus en plus désavantagés. Les forces anglaises, implacables et inflexibles, poursuivirent leur attaque avec férocité. Lentement, ils fragmentèrent l'ancienne muraille de boucliers du nord, autrefois impénétrable, exploitant chaque faiblesse jusqu'à sa destruction. Godwinson le traître aux Anglais, fut tué dans le carnage, tout comme de nombreux jarls norvégiens et de redoutables guerriers. Au cœur de ce chaos, Harald Hardrada se dressait comme un symbole de puissance brute. Ses mains serrant son épée longue avec une force inébranlable, taillant un chemin à travers l'ennemi à chaque coup. On dit qu'il entra dans l'état légendaire du berserker, sa fureur dépassant les limites humaines. Dans cette rage semblable à une transe, le vétéran de 50 ans et de 100 batailles devint un tourbillon de mort, abattant ennemi après ennemi avec une précision sauvage, un dieu sur le champ de bataille. Selon la saga de Harald, voici ce qui s'est passé. Le roi Harald Sigurdsson le vit. Il s'est jeté dans la mêlée là où le fracas des armes était le plus fort et il y eut un combat acharné, où beaucoup de gens tombèrent des deux côtés. Le roi Harald alors entra dans une rage folle et il se précipita devant les rangs, frappant de ses deux mains, si bien qu'aucun casque ni aucune armure ne pouvait lui résister, et tous ceux qui étaient le coin les plus proches reculèrent devant lui. Les Anglais étaient alors tout près de prendre la fuite. Le roi Harald Sigurdsson fut frappé par une flèche dans la trachée, et ce fut sa blessure mortelle. L'historien et poète islandais Snorri Sturluson a également écrit sur la mort de Harald. Les Saxons s'enfuirent devant lui. Une flèche l'a frappé au menton, mais il l'a arraché. Une autre flèche l'a atteint à la gorge. Puis il s'est assis. Un ami lui a demandé s'il était blessé. Harald a dit « Ce n'est qu'une petite flèche, mais elle fait son travail. » Et puis il est mort. Godwinson avait maintenant prouvé qu'il était un stratège et un commandant brillant, et il allait inscrire son nom dans l'histoire en battant le légendaire guerrier et roi Harald Hardrada, mettant fin à l'ère viking et tuant le dernier grand roi guerrier viking. Cependant, au sud, un autre prétendant avait débarqué sur les côtes anglaises. Guillaume, le duc de Normandie, était venu réclamer sa couronne, et alors que le roi anglais Harold combattait dans le nord, Guillaume traversait la Manche avec pour objectif la conquête et la fondation d'une nouvelle dynastie. Guillaume, le duc de Normandie, cherchait l'approbation divine pour son invasion, obtenant la bénédiction du pape Alexandre II, mais la faveur divine ne suffisait pas au duc. Il a aussi formé des alliances terrestres, établissant un réseau de soutien auprès de l'empereur Henri IV du Saint-Empire romain germanique et du roi Sven II de Danemark. Avec ses forces enhardies par des alliances divines et terrestres, la flotte de Guillaume traversa la Manche à la veille fatidique du 28 septembre de l'an 1066. Pendant ce temps,
à la suite de l'affrontement sauvage de Stamford Bridge, Harold Godwinson, couvert de sang et épuisé par la bataille, fut contraint de se tourner vers le sud avec une urgence frénétique pour affronter la menace imminente des envahisseurs normands. Saisissant les instants fugaces, Guillaume et ses compagnons aguerris construisirent une forteresse à Hastings, un bastion de bois et de fer, destiné à protéger la horde normande de la tempête imminente de la fureur anglaise. Au lever du soleil, le 14 octobre de l'an 1066, les champs de Hastings furent témoins de la convergence de deux forces redoutables. Guillaume, à la tête des Normands, réputés pour leur armure redoutable et leur lignée viking, affronta Harold Godwinson, qui commandait toute la puissance de l'armée anglaise. Guillaume divisa ses troupes en 3 groupes, archers, fantassins et cavalerie. Il plaça les fantassins armés d'arcs et d'arbalètes en première ligne, des soldats dans la seconde et à l'arrière des escadrons de cavalerie, et Guillaume prit place au milieu d'eux avec l'élite. De là, il pouvait diriger tous les côtés en utilisant à la fois sa voix et ses gestes. Alors que les forces de Harold s'approchaient furtivement à travers les voiles de la forêt, elles gravirent le sommet d'une colline dominante. Depuis ce point de vue, ils lancèrent un barrage implacable sur tout soldat normand, osant gravir la pente, lançant des javelots avec une précision mortelle, avant de descendre dans des combats rapprochés brutaux. Les Anglais, formant un mur de boucliers redoutables, rassemblèrent leurs défenses, les boucliers étroitement imbriqués, présentant une barrière impénétrable contre l'assaut ennemi. L'affrontement commença avec les archers normands, qui décochèrent leurs volets mortels en direction de la colline, pour découvrir que leurs flèches étaient inutiles face au mur de boucliers anglais inébranlables. Alors que les lanciers normands avançaient pour le combat rapproché, ils furent accueillis par une tempête implacable de javelots, chaque coup réduisant davantage leur rang. Malgré la vaillance des Normands, les soldats de Guillaume se retrouvèrent incapables de percer la défense saxonne inflexible. Dans une tentative désespérée de renverser la situation, la cavalerie normande s'élança en avant pour subir le même sort face à l'imprenable mur de boucliers. Pourtant, malgré l'épuisement éprouvant, l'armée anglaise, enhardie par sa récente victoire sur Harald Hardrada dans le nord, s'élança avec une détermination sans faille. Alors que le sang coulait le long de la colline, l'esprit inflexible des guerriers anglais repoussa les Normands, reflétant leur endurance, leur courage et la formidable puissance de l'armée anglaise derrière le roi guerrier, Harold Godwinson. Alors que les Normands luttaient contre la détermination inébranlable des soldats de Harold retranchés sur la colline, ils subirent derrière de lourdes pertes, faisant pencher le cours de la bataille en faveur des Anglo-Saxons. Cela entraînerait une retraite généralisée dans les rangs normands. Au milieu du chaos, une rumeur se répandit sur le champ de bataille, selon laquelle le duc Guillaume lui-même était tombé dans la mêlée. Profitant de ce moment d'incertitude, certaines troupes normandes se replièrent précipitamment vers la mer, poursuivies par les Anglais qui avançaient et abandonnaient enfin leur position avantageuse au sommet de la pente. Observant la confusion parmi ses propres troupes, Guillaume, imperturbable et résolu, ôta son casque, dévoilant son visage. Alors qu'il galopait à travers ses troupes en retraite, il rallia ses hommes à grands cris. Malgré ce moment où la défaite semblait proche, les cavaliers normands se regroupèrent et revinrent en force sur les lignes de front. Guillaume mena alors une contre-attaque contre l'assaut anglais qui approchait. Dans le chaos de la bataille, les Anglais reformèrent rapidement leurs murs de boucliers imprenables, se préparant à un nouvel affrontement. Au fur et à mesure que la bataille se déroulait, sa férocité s'intensifiait à chaque heure qui passait. Les Normands, poussés par le désespoir, lancèrent un dernier assaut déterminé pour s'emparer de la crête. Au milieu du choc implacable des lames, le tribut de la guerre devint douloureusement évident. De nombreux seigneurs saxons, vaillants dans leur défense, trouvèrent à la mort sur le champ de bataille.
Parmi les morts se trouvaient 2 des propres frères du roi Harold Godwinson, Gyrth et Leofwine, une histoire racontant même que le duc lui-même tua Gyrth, le prenant pour Harold. Non découragé par les pertes dévastatrices, le roi Harold lui-même apparut comme une présence redoutable au milieu de la mêlée, son épée brillant avec une précision mortelle alors qu'il abattait ennemi après ennemi. Dans le carnage implacable de la bataille semblait ne jamais finir, et il est rapporté que Guillaume eut 2 à 3 chevaux tués sous lui, et pourtant il continua à se battre, son corps meurtri et blessé par les chutes. Néanmoins, grâce à la supériorité des tactiques mixtes de cavalerie et d'infanterie normande française sur la traditionnelle muraille de boucliers germano-scandinave, Guillaume parvint à percer les défenses anglaises, et dans la mêlée qui s'ensuivit, il submergea les forces de Harold. Harold se battit jusqu'à la toute fin au cœur du carnage, rappelant les anciens rois saxons. Mais la fortune ne lui sourit pas à Hastings, et ainsi Harold Godwinson, le roi qui venait de mettre fin à l'ère viking, qui avait conquis le pays de Galles et venait de fonder sa nouvelle dynastie de la maison Godwin, fut tué là sur le champ de bataille. Selon un récit, Harold fut taillé en pièces par 4 chevaliers normands, dans des détails graphiques. Le premier, lui transperçant la poitrine à travers le bouclier avec sa lance, inonda la terre d'un torrent de sang jaillissant. Le deuxième lui trancha la tête sous la protection du casque, et le troisième lui perça les entrailles du ventre avec sa lance. Le quatrième lui trancha la cuisse et emporta le membre sectionné. Les détails entourant la mort du roi Harold à la bataille d'Hastings sont enveloppés d'un voile d'ambiguïté, en raison de récits contradictoires et d'interprétations variées. Se dispute la prééminence. Parmi celles-ci, les chroniques de Guillaume de Malmesbury offrent une description saisissante, attribuant la fin tragique de Harold à une flèche qui atteignit sa cible en lui transperçant l'œil et en se logeant profondément dans son cerveau. Indépendamment des subtilités des récits, les historiens s'accordent sur un fait essentiel. Harold trouva la mort à la fin de la bataille et se battit jusqu'au bout. L'héritage de Harold est souvent éclipsé par celui de ses adversaires. Sa victoire décisive sur Hardrada a marqué la fin de l'ère viking. Il a mené des batailles successives et a tracé une voie de défi face à l'agression étrangère, défendant son droit au trône en tant que descendant d'un ancien roi saxon, et ayant également reçu le royaume en héritage du roi défunt, Édouard le Confesseur. Cependant, l'histoire raconte souvent la saga de Harold à travers le prisme de Guillaume le Conquérant, reléguant ainsi son héritage au second plan. Pourtant, il est impératif de mettre en lumière cette figure imposante, d'honorer son empreinte sur la trame de l'histoire anglaise et de veiller à ce que son récit perdure. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est si précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement tout particulier à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous et partagez. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profiles.